Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi de vous retrouver pour plonger dans un sujet qui a vraiment fait couler énormément d'encre. Bonjour, ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un document publié au cœur de la tempête de 2020. C'est le livre Covid-19, The Great Reset, ou La Grande Réinitialisation en français, écrit par Klaus Schwab et Thierry Malray. Ouais, un livre qui a fait beaucoup parler, souvent avec pas mal de bruit autour d'ailleurs. Exactement. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire les pépites de ce texte, de filtrer ce bruit. C'est un document hybride, un peu essai contemporain, un peu instantané académique, pris à chaud. Et c'est fascinant parce que ça montre comment une pandémie agit comme un puissant catalyseur. Ça ne crée pas forcément de nouvelles tendances à partir de rien, mais ça accélère brutalement celles qui existaient déjà. C'est ça. Imaginez que le monde soit une immense machine à remonter le temps et que quelqu'un ait soudainement appuyé sur «avance rapide». Ça provoque une vraie bifurcation dans l'histoire humaine. L'idée ici, c'est d'offrir à notre audience un raccourci pour saisir ces changements systémiques sans se noyer sous l'information. Un programme chargé donc. Ok, décortiquons tout ça. Avant de parler des conséquences, il faut poser le décor. Comment les auteurs cadrent-ils l'état de notre monde juste avant que le virus ne frappe? Alors, pour eux, notre monde est défini par trois grandes forces séculaires. La toute première, c'est l'interdépendance extrême. Et là, ils utilisent une métaphore de Kishore Mahbubani que je trouve vraiment très juste. Ah oui, celle du bateau. Voilà. Souvent, on imagine que les 7,5 milliards d'êtres humains sont répartis sur 193 bateaux différents, chacun naviguant de son côté avec son propre drapeau. Alors que la réalité est tout autre. Exactement. La réalité, c'est qu'on est tous dans 193 cabines séparées, mais sur un seul et même bateau. Si la coque est percée d'un côté, tout le monde coule. Ouais, c'est une image redoutable. Et j'imagine que la deuxième force joue aussi là-dessus. Tout à fait, c'est la vélocité. Tout va infiniment plus vite aujourd'hui. C'est la dictature de l'urgence, la vitesse vertigineuse de propagation de la moindre information ou crise. Et la troisième force, c'est la complexité de nos systèmes. Et c'est cette complexité qui nous amène à parler de ces fameux signes. On entend souvent dire que la pandémie était un signe noir, un événement totalement imprévisible. C'est une erreur classique, oui. La pandémie n'est pas du tout un signe noir, c'est un signe blanc. Un signe blanc, donc quelque chose de prévisible. Hautement probable et attendu par la communauté scientifique, oui. Le virus lui-même est un signe blanc. Mais à cause de la complexité et de l'interdépendance dont on vient de parler, ce signe blanc va déclencher des conséquences en cascade qui, elles, produiront de multiples signes noirs inattendus. Et le tout premier domaine à subir ces signes noirs, c'est l'économie. Au début, on a eu droit à ce débat hyper politisé. Le fameux choix entre sauver des vies ou sauver l'économie. Un débat qui a occupé les plateaux télé pendant des mois. Et selon les sources, c'est un faux dilemme total. Ils démystifient ça complètement. Je veux dire, on a des études concrètes citées dans le texte. Les confinements stricts de mars 2020 auraient évité 3,1 millions de morts rien qu'en Europe. C'est un chiffre massif. Et l'université de Berkeley a calculé que 530 millions d'infections ont été évitées dans seulement 6 pays étudiés. Mais au-delà de l'argument moral, l'argument purement économique est limpide. L'économie ne peut repartir que si la confiance revient. Un consommateur qui est terrifié par l'idée de tomber gravement malade, il ne consomme pas, il reste chez lui. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer comment cette dynamique a percuté le marché du travail. Historiquement, les pandémies changent le rapport de force entre le travail et le capital. Comme avec la peste noire, c'est ça? Exactement. Au XIVe siècle, la peste noire a décimé une telle part de la population européenne que la main-d'œuvre est devenue extrêmement rare. Le fameux exemple des tisserands de Saint-Omer en 1349, qui ont pu exiger des hausses de salaire successives. C'est ça, le travail a pris l'ascendant sur le capital. Mais, et c'est là toute la différence avec notre époque, aujourd'hui on a la technologie. Ah oui, l'équation n'est plus la même du tout. Pas du tout. Cette fois-ci, la récession accélère l'automatisation. Les entreprises ne sont pas obligées de payer les travailleurs plus cher, elles peuvent simplement les remplacer par des machines ou des algorithmes. L'exemple des centres d'appel est tellement mémorable pour illustrer ça. Pendant les premiers confinements, beaucoup ne pouvaient plus faire venir leurs employés pour des raisons sanitaires évidentes. La proximité, le brassage d'air, c'était impossible. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Les entreprises ont remplacé les humains par des chatbots à une vitesse folle. Pas juste pour économiser de l'argent au départ, mais pour des raisons sanitaires. Sauf qu'une fois que le chatbot est installé, qu'il fonctionne et qu'il coûte moins cher, on ne revient pas en arrière.
L'automatisation est devenue une nécessité hygiénique avant de devenir un atout économique. Et ça nous amène à une question vraiment cruciale pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos sociétés. Vers quel type de croissance est-ce qu'on se dirige avec tout ça? Le livre montre une vraie remise en question du PIB, le produit intérieur brut, comme seul et unique indicateur de progrès. C'est vrai que le PIB est un peu aveugle à la qualité de vie réelle. Totalement. C'est pour ça qu'on voit émerger de nouveaux modèles. Les auteurs citent le budget de bien-être de la Nouvelle-Zélande, qui intègre des données sociales et environnementales. Et il y a aussi ce modèle conceptuel fascinant, le modèle du donut de la ville d'Amsterdam. Oui, la théorie de l'économiste Kate Raworth. L'idée, c'est de trouver un espace sûr et juste pour l'humanité. C'est visuel en plus. Le trou au milieu du donut, c'est le manque de besoins fondamentaux, l'éducation, la santé. Et l'extérieur du donut, c'est le plafond écologique, le changement climatique, la perte de biodiversité. Le but étant de piloter l'économie pour rester pile dans la patte du donut. C'est un exercice d'équilibriste, surtout quand on regarde les politiques monétaires non conventionnelles qui ont été déployées. On a beaucoup parlé de la théorie monétaire moderne, de la fameuse monnaie hélicoptère, Oui, injecter massivement de l'argent direct dans l'économie. avec ce grand débat neutre mais constant en toile de fond. Est-ce que ça va créer de l'inflation à cause de la masse monétaire ou est-ce qu'on risque la déflation à cause de la chute de la demande? Les auteurs posent ça sur la table de manière très clinique. Et cette dimension économique nous pousse naturellement vers la réinitialisation sociétale, parce que l'impact de ces politiques n'est pas du tout uniforme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a beaucoup entendu au début cette phrase toute faite, le virus met tout le monde sur un pied d'égalité. Une idée reçue qui a vite volé en éclats. Mais complètement, les sources montrent exactement l'inverse. C'est le grand inégalisateur, comme ils l'appellent. La dichotomie était frappante visuellement. D'un côté, les cols blancs confinés, confortablement en télétravail. Et de l'autre, les travailleurs essentiels. Souvent des gens précaires, les chauffeurs-livreurs payés à la course, les employés de la gig-économie, l'économie des petits boulots. Eux, ils étaient exposés au virus en première ligne pour que le reste de la société puisse continuer à tourner. Et cet impact disproportionné a touché des communautés spécifiques. Aux États-Unis, par exemple, la communauté afro-américaine a été touchée de manière bien plus sévère par le virus. Ce qui a exacerbé des tensions déjà existantes. On pense au mouvement Black Lives Matter. Exactement. Et le livre utilise un concept sociologique clé pour expliquer l'ampleur de ces manifestations pendant la pandémie. C'est la disponibilité biographique. Oui, c'est un concept puissant. Ça veut dire qu'avec le chômage de masse soudain et les confinements, des millions de personnes se sont retrouvées avec du temps. Une disponibilité biographique qui leur a permis de participer activement à ces mouvements sociaux à une échelle qu'on n'aurait peut-être pas vue en temps normal. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette pression sociale massive force un changement de posture de l'État. C'est le grand retour de l'État fort. Fini le retrait de l'État. Historiquement, c'est assez classique en fait. Oui, les crises aiguës renforcent toujours le pouvoir gouvernemental. Les auteurs rappellent qu'au Royaume-Uni, pendant la Seconde Guerre mondiale, les impôts sur le revenu ont grimpé jusqu'à 99,25% pour financer l'effort de guerre. 99,25%. C'est impensable aujourd'hui, mais ça montre jusqu'où l'État peut aller en cas de crise existentielle. Aujourd'hui, on ne parle pas d'impôts de ce niveau, mais les plans de sauvetage actuels signent potentiellement la fin des politiques purement néolibérales. L'État redevient l'acheteur en dernier ressort. Et ça amène une exigence de la part de la population, une refonte du contrat social. La génération Z, particulièrement, demande des comptes. Si l'État peut injecter des milliards en une nuit, pourquoi ne pourrait-il pas résoudre d'autres problèmes systémiques? Les points de friction sont nombreux. L'accès universel aux soins, la protection des travailleurs précaires dont on parlait. Et la question terrible des congés maladie payés, qui manquent cruellement aux États-Unis, par exemple. Une situation qui obligeait littéralement des employés malades à aller travailler pour pouvoir payer leur loyer, aggravant ainsi la propagation. Le rapport est très factuel là-dessus, sans prendre parti, mais les données sont claires. La santé publique est devenue dépendante des filets de sécurité sociale. Bon, si on dézoome encore un peu et qu'on regarde la carte du monde, la géopolitique a pris un sacré coup aussi. Un monde décrit par les auteurs comme G-2, G-2, donc sans le leadership clair ni des États-Unis ni de la Chine. un vide de pouvoir mondial. Et se rejoint le fameux trilemme de la mondialisation de l'économiste Danny Roderick. Le trilemme qui dit qu'on ne peut pas avoir en même temps une hypermondialisation, un État-nation souverain et la démocratie. Il faut en choisir deux. Et la pandémie a brutalement accéléré la démondialisation au profit d'une régionalisation. C'est clair. On a tous en tête cette bataille féroce pour les fournitures médicales au début. L'incapacité initiale de l'Union européenne à s'accorder.
Et le rôle géopolitique de la Chine qui a profité de ce vide pour envoyer 31 tonnes de matériel médical en Italie. Des seins bleus très forts. Et les conséquences pour les pays moins développés étaient glaçantes. Le rapport alertait sur des famines de proportions bibliques dans les États fragiles causées par la rupture des chaînes logistiques. Cela soulève une question importante, celle de la racine même du problème, l'environnement. Oui, parce qu'on parle de chaînes logistiques, mais la source de la pandémie, c'est la nature. C'est une zoonose. Une maladie transmise de l'animal à l'humain. Et ce n'est pas un accident isolé, c'est le résultat direct de la destruction de la biodiversité. En empiétant sur les habitats sauvages, on multiplie les risques de contact avec des virus inconnus. Et une fois le virus chez nous, l'environnement continue de jouer un rôle. L'air qu'on respire, par exemple. Oui, la pollution de l'air a été identifiée comme un facteur aggravant majeur de la mortalité du Covid-19. L'exemple de la région de Lombardie en Italie est très documenté dans le livre. Une région très industrialisée, très polluée, où les poumons des habitants étaient déjà fragilisés par les particules fines, ça a fait des ravages. On est vraiment à un carrefour écologique. D'un côté, on a vu une baisse temporaire des émissions mondiales de CO2, de l'ordre de 8% au plus fort des confinements. 8%. C'est à la fois énorme et dérisoire. Ça montre bien que même en arrêtant l'économie mondiale et en enfermant la moitié de l'humanité chez elle, on n'atteint que 8% de baisse. Les gestes individuels ne suffisent pas, il faut un changement systémique massif. Mais il y a des signes d'espoir. Le Green Deal européen, par exemple, et même du côté du secteur privé. L'anecdote sur BP est marquante. La dépréciation de leurs actifs pour 17,5 milliards de dollars. Ils ont effacé 17,5 milliards de leur bilan, admettant par là que certaines de leurs réserves d'énergie fossile ne seront probablement jamais exploitées. Ils misent financièrement sur une transition énergétique rapide. Ce qui nous amène à la réinitialisation microéconomique. La façon dont les entreprises elles-mêmes doivent survivre et s'adapter. Le grand concept évoqué, c'est les versions. Les versions, oui. Le monde numérique qui se déploie littéralement dans le monde physique, le passage du hors-ligne au tout-en-ligne ou le online to offline. Et ça modifie complètement les chaînes d'approvisionnement. On passe du fameux juste à temps, optimisé pour la rentabilité maximale sans aucun stock. Au juste au cas où. Just in case. La sécurité avant l'optimisation. C'est devenu une pure question de survie. J'ai adoré l'anecdote frappante des 40 000 respirateurs commandés par le gouvernement américain. Une histoire qui illustre parfaitement les dérives de l'ancien système. Totalement. Le gouvernement commande 40 000 respirateurs à bas coût pour se préparer à une pandémie des années en arrière. Une super initiative. Mais ils n'ont jamais été livrés. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui avait le contrat a été rachetée par un grand groupe. Et ce groupe a tué le projet, parce qu'il ne voulait pas que des respirateurs bon marché fassent concurrence à leurs propres machines très rentables. Le profit à court terme qui détruit la résilience sanitaire d'un pays, c'est pour ça que les auteurs insistent sur la nécessité urgente d'un capitalisme centré sur les parties prenantes, avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, l'ISG. Une entreprise ne peut plus juste regarder ses bénéfices sans se soucier de l'écosystème dans lequel elle opère. Mais cette adaptation technologique et cette numérisation à marche forcée posent un dilemme majeur. Le dilemme de la vie privée. Le traçage numérique. On a vu le succès de l'application Trace Together de Singapour pour tracer les contacts. Ça a aidé, c'est sûr. Ça a aidé, oui, mais ça ouvre une porte potentiellement dangereuse. L'historien Yuval Noah Harari a émis un avertissement très clair à ce sujet, repris par les auteurs. Son avertissement sur la surveillance sous-cutanée. Jusqu'à présent, la surveillance technologique, c'était savoir où vous cliquez, où vous allez, ce que vous achetez. C'était au-dessus de la peau. Et la pandémie a justifié de passer sous la peau. Mesurer la température, le rythme cardiaque pour des raisons médicales. Et Harari imagine un scénario glaçant. Un bracelet biométrique obligatoire. Un bracelet qui mesure en temps réel vos constantes biologiques. Imaginez, vous écoutez un discours politique d'un régime autoritaire. Vous souriez, vous applaudissez pour sauver les apparences. Mais votre bracelet détecte que votre rythme cardiaque s'accélère à cause de la colère, que votre température corporelle change. Le bracelet trahit vos émotions internes face au discours. C'est la porte ouverte à des régimes techno-totalitaires. D'où la nécessité de créer des garde-fous extrêmement solides dès maintenant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on synthétise cette gigantesque vague de changement? En résumé, cette grande réinitialisation n'est pas un simple retour à la normale, au monde d'avant. C'est une accélération brutale vers un monde beaucoup plus complexe. La leçon principale, c'est que la résilience, qu'elle soit économique, sanitaire ou écologique, devra primer sur la simple efficacité financière. La résilience avant l'efficacité. C'est un changement de paradigme complet.
Et pour conclure notre analyse aujourd'hui, j'aimerais partager une réflexion un peu différente avec notre audience. Au-delà des changements économiques, politiques ou technologiques dont on vient de parler, que se passera-t-il si cette pandémie a altéré de façon permanente notre évolution psychologique et biologique en tant qu'humain? Une approche plus intime, en somme. Voilà. Si la survie est dans un monde hyper connecté, mais paradoxalement de plus en plus fragmenté et aseptisé, exigeait de nous une sorte de réinitialisation cognitive. Passer d'une mentalité d'expansion pure à autre chose. Exactement. On est une espèce obsédée par la conquête de l'espace physique, économique, géographique. Et si la prochaine étape, c'était de devenir une espèce focalisée sur la maîtrise du temps, de notre attention et de notre résilience intérieure? Un changement de valeur profond. Une évolution où la véritable richesse, ce ne serait plus ce que l'on possède ou l'espace qu'on occupe, mais notre capacité mentale à nous adapter à un état de crise perpétuel, sans jamais perdre notre humanité. C'est un défi intérieur. De quoi nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent bien après la fin de cette exploration. C'est une excellente piste de réflexion pour l'avenir. Merci d'avoir partagé toute cette expertise avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les idées qui façonnent notre monde.